Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec un projectionniste. Bonjour Damien. Bonjour. Quelle étude as-tu fait pour devenir projectionniste? Donc pour moi, le métier de projectionniste c'est arrivé un peu par hasard parce que je faisais une école de cinéma, donc l'ESRA à Nice. Et c'est en dernière année, je m'étais spécialisé en technique image, prise de vue, etc. Dans ce cadre-là, il y a un opérateur, un projectionniste en retraite qui se proposait chaque année de former une dizaine d'élèves au métier de projectionniste, donc le CAP à l'époque. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Et j'étais retenu parmi les élèves qui pouvaient se former au diplôme. Et par la suite, donc j'ai eu mon CAP et puis je suis monté sur Paris et j'ai commencé à travailler en parallèle d'une autre activité, donc plus tournage lié à ma formation à l'ESRA. Le métier de projectionniste est arrivé un peu par hasard dans ma vie, par ce projectionniste en retraite qui est venu nous former, mais à la base, je voulais faire du cinéma. Alors d'abord, quand je suis rentré à l'ESRA, je voulais être réalisateur, comme beaucoup de gens, parce que j'ai pas abandonné cette ambition, mais je me suis quand même spécialisé dans la prise de vue, dans l'image, qui est pour moi un bon biais pour arriver à la réalisation. Et donc, mais je continue à être technicien audiovisuel, on va dire. Donc, je fais pas mal d'éclairage pour court-métrage, pas mal de production vidéo. Et je suis aussi monteur vidéo depuis plus récemment. Je me suis formé à l'INA, formation continue. Et depuis, j'essaye de faire un peu de presta freelance dans ce domaine. Donc, tout ça via ma micro-entreprise. Je faisais et j'ai fait jusqu'à très récemment des remplacements dans des multiplexes. Les deux principaux multiplexes du marché, si j'ose dire, donc c'est Gaumont-Pâté et UGC. Donc jusqu'à récemment, là où j'ai pris un CDI au cinéma du Palais. Donc un autre genre d'exploitation. Moi qui est un cinéma du coup indépendant, qui n'est pas rattaché à un groupe. C'est ce qu'on appelle l'art et essai, donc privilégie plus du cinéma d'auteur à un cinéma dit commercial, voilà. Même si c'est passe aussi des films plus mainstream, mais il y a quand même une recherche de proposer un cinéma qu'on voit pas forcément ailleurs au cinéma des Palais. Je veux devenir projectionniste. Des conseils? Devenir projectionniste en tant que tel, c'est plus vraiment possible. Techniquement, on ne forme plus de projectionnistes, mais on forme maintenant des techniciens d'exploitation cinématographique. Ça peut paraître anodin, mais c'est pas rien d'avoir fait disparaître le mot de la formation. Et donc, je lui conseillerais d'essayer d'être curieux, de rester curieux, de pas se dire je serai juste technicien d'exploitation cinématographique, d'essayer de voir toujours un peu plus loin. Peut-être l'avenir, ce sera des salles aussi polyvalentes parce que on pourra faire du spectacle vivant, du cinéma, et même dans l'exploitation d'une salle numérique, il y a plein de nouveaux contenus qui sont maintenant possibles en dehors du cinéma. Par exemple, ici on fait des opéras, on ne fait pas en live ici. Il y a tout ce qui est spectacle live qui maintenant sont possibles avec le numérique, donc il y a tout ce qui est possible en retransmission live de l'opéra, du théâtre, du sport, de l'e-sport, des jeux vidéo. Bon, il y a des compétitions d'e-sport qu'on peut faire comme ça dans une salle de cinéma. Si j'avais un conseil, c'est essayer de rester curieux, d'essayer toujours d'actualiser ses connaissances, d'être en veille de ce qui se fait. Peut-être pas se contenter juste de sa propre salle et d'essayer de voir les évolutions technologiques pour rester à la page. Parce que contrairement au 35 mm où pendant des années, le 35 c'était le 35, la pellicule, voilà, ça évoluait pas des masses non plus. Le numérique, ça va évoluer très vite. On a la projection laser qui arrive pour l'image. On a maintenant le Dolby Atmos qui est le nouveau système multicanal qui s'installe dans certaines salles. Donc voilà, il y a des évolutions très très rapides. La 3D, c'est un peu passé de mode maintenant, mais ça peut revenir avec une nouvelle technologie. Il y a James Cameron qui avait dit le prochain Avatar, on le regardera en 3D mais sans lunettes. Je crois que c'est la 3D holographique qui est un peu le projet. Mais tu en sais un peu plus sur la 3D holographique? Je me suis pas trop rencardé là-dessus pour le coup, donc je voudrais pas dire de bêtises. Est-ce que tu trouves des différences entre les multiplexes et un petit cinéma indépendant? Il y en a beaucoup. Après, bon, ça reste de l'exploitation. Les machines sont plus ou moins les mêmes. C'est plus au niveau de la programmation, évidemment, de la façon de travailler. On prend plus de temps, on passe pas de publicité. Il y a des animations pour le jeune public, des sélections qui sont en dehors de la programmation classique. On a 2 animateurs sur le site qui proposent des séances aux écoles, aux collèges, aux lycées. Donc il y a pas mal ce travail-là, des rencontres, qu'il y a aussi dans les multiplexes, mais on prend peut-être plus le temps de faire ce genre d'événements pour ce genre de cinéma. As-tu vécu le passage de la pellicule au numérique? Si, j'ai commencé en 2006. Donc en 2006, on commençait à parler de numérique, de ce qu'on appelait DCI, donc la Digital Cinema Initiative, qui était un peu portée par les majors américaines et les grands fabricants d'équipements audiovisuels, genre Sony, compagnie. Donc on commençait à en parler. Dans la salle où j'ai commencé, il y avait déjà plusieurs équipements numériques, mais qui étaient un peu en test
et qui tournait parfois. On continuait à faire tourner une pellicule 35 mm à côté parce qu'on n'avait pas vraiment confiance en le numérique. Et si le numérique plantait, on était prêt à basculer sur le 35 mm. D'accord. Donc là, c'était vraiment... on essuyait un peu les plâtres. Moi, j'ai commencé, il y avait quand même essentiellement du 35 mm avec dans une salle un peu test où on testait le numérique. Mais bon, le numérique est vraiment arrivé en force, je dirais. La transition, c'est vraiment 2010-2011 où les salles se sont équipées très rapidement. D'abord Gaumont-Pathé et ensuite UGC qui se sont fait vraiment avoir sur Avatar et la 3D, où ils ne pouvaient pas proposer Avatar en 3D puisqu'ils étaient encore en 35 mm et ils ont vu les chutes de chiffre d'affaires et du coup ils ont essayé de rattraper le coup et là ils se sont équipés très 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 vite avec une conséquence aussi sur les salariés puisque ça a coûté cher de s'équiper donc il fallait renvoyer du monde entre guillemets donc voilà. C'est quoi la différence entre projeter un film en pellicule et projeter un film en numérique ? C'était beaucoup plus manuel finalement. Limite maintenant un profil un peu, je dirais, geek, entre guillemets, geek, technophile, etc. Ça peut être un très bon profil pour être un projectionniste parce qu'il y a du serveur, il y a du réseau, il y a de l'informatique dans tous les coins. Donc si quelqu'un qui est vraiment doué là-dedans, il peut devenir projectionniste et faire même monter en gamme très vite. Avant, c'était plus quand même un métier, c'était un CAP, donc beaucoup de gens commençaient comme apprentis projectionnistes genre à 15-16 ans, et donc c'était des métiers très manuels où on commençait tôt. Il fallait être débrouillard, il y a beaucoup d'utilisation des mains, d'astuces, mais d'astuces manuelles quoi. Il y a quelque chose d'organique dans le rapport à la pellicule, qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc la différence, c'était principalement ça. C'était plus physique parce que les copies, elles étaient montées sur des grosses galettes qui pouvaient faire qui étaient assez lourdes à transporter. Quand il fallait échanger un film de salle, c'est plus comme maintenant où on fait un transfert de fichiers. Non, il fallait transporter physiquement la salle. Des fois, des escaliers en colimaçon. Enfin, c'était sportif, fallait pas mollir, quoi. Et puis voilà, monter le film, les films annonces, tout ça, c'était différent, quoi. C'était beaucoup plus physique. Quand moi, je débutais avec des gens qui étaient un peu mes papas de cinéma. J'ai du coup, entre guillemets, formé au numérique parce que c'était des gens qui étaient très doués dans le 35 mm, mais qui, par exemple, n'avaient jamais eu d'ordinateur de leur vie chez eux. Et il a fallu partir de zéro mais j'étais ravi pour le coup de le faire. Parce que c'était un moyen pour moi de leur rendre ce qu'ils m'avaient appris en péloche. Donc des gens comme ça, qui me montraient des petites techniques, je sais pas si ça va parler aux gens, mais des astuces, quoi, en fait. C'est juste de l'intelligence pratique. Tourne une pellicule comme ça... comme une chaussette. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, il y a plein de choses comme ça, des espèces de techniques hyper malines. La différence, effectivement, encore une fois, avec le numérique, c'est que ça se voit. Le problème du numérique, notamment pour ces gens-là très manuels, qui ont une intelligence visuelle de la main à l'œil. Le numérique, on sait pas... surtout pour des gens comme ça qui n'ont jamais eu d'ordinateur chez eux, ils savent pas ce qui se passe quand on fait telle action, alors que là, l'action, ils voient les choses, ils font « Ah tiens, tac, si je fais ça, il va se passer ça ». C'est admiratif d'eux, et donc... pour ça, voilà plein de petites anecdotes comme ça que me racontaient telle séance, je l'ai sauvée, il y avait un problème, je l'ai sauvé parce que j'ai eu l'idée de faire ci, ça. Et du coup, c'était un peu triste par ricochet parce que des fois, quand il y avait un problème en numérique, ils étaient démunis et ils pouvaient plus apporter cette solution qu'ils avaient auparavant. La nature du métier a vraiment changé, pas du jour au lendemain, mais presque quand même. Et au niveau de la projection, l'avantage du numérique, c'est que une copie, qu'elle soit montrée n'importe où, normalement, elle sera de la même qualité. Après, la qualité d'entretien des équipements, mais la copie, elle sera la même partout. Alors que une copie 35, ça pouvait se rayer, ça pouvait prendre des poussières, voilà. Des fois, une copie en fin de vie, notamment quand elle avait tourné dans des grands cinémas et qu'un petit cinéma de village récupérait la copie en fin d'exploitation, des fois, elle n'était pas terrible. Alors que là, ce même petit cinéma de village, s'il s'est équipé en numérique et qui récupère la copie à la fin, ça sera quand même exactement la même copie qu'au début. James Cameron et la 3D. Mais je sais, oui, que Cameron était déjà un fervent défenseur de la 3D avec l'ancien système. Moi, j'avais eu la chance de le voir, par exemple, au Max Linder, qui est une très bonne salle pour voir ce genre de spectacle sur Paris. Et voilà, c'est vrai que lui, il était à pointe là-dessus. Et donc, si quelqu'un veut accompagner cette nouvelle 3D, je pense que ce sera lui. Ouais. Le premier film 3D, c'était Avatar, non ? Je crois qu'il y en a eu avant. Je ne vais pas dire des bêtises, mais c'était le premier gros succès 3D en tout cas. Après, la 3D, ça existe depuis longtemps, même en 35 mm, il y avait du 3D. Moi, j'étais allé plusieurs fois au Futuroscope. C'était un peu des champs d'expérimentation. Et il y avait l'IMAX, mais l'IMAX, à l'époque de la pellicule, ça existait déjà. C'était des énormes pellicules de 70 mm
à des films horizontales. Et il y avait des systèmes 3D avec 2 pellicules qui passaient déjà en parallèle. Donc la 3D, c'est vieux, ça existe même depuis les années 50. Des essais de 3D, ça date pas du numérique, ça n'a jamais vraiment pris. Il y a eu quelques expériences intéressantes. Mais les gens n'étaient pas au rendez-vous, quoi. Les gens n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et je sais que là, au Club de l'Étoile, en ce moment, il y a une reprise de pas mal de films 3D qui n'ont pas marché à l'époque ou qui n'ont pas été proposés en France. Alors j'ai raté la projection, mais il y avait L'étrange Noël de Monsieur Jack qui avait été proposé en 3D. Ouais. Et là, il refaisait une projection, la 4K qui arrive un peu, mais qui n'est pas toujours effectivement probante. Il faut une certaine taille d'écran, je pense aussi, pour la profiter. Il n'y a pas longtemps, il y a un fabricant de téléphone qui proposait des écrans 4K, mais sur la taille d'un téléphone, c'était pas évident le gain de qualité. Ça va faire mal aux yeux. Donc voilà, et puis encore une fois, il y a un aspect économique, c'est-à-dire que des salles qui sont déjà équipées pour la 2K à l'époque, surtout des petites salles comme ici, on ne peut pas leur demander de passer à la 4K tout de suite. Toutes ces technologies, elles sont intéressantes, mais après, il y a toujours l'aspect coût d'investissement qui est assez élevé. La technologie, souvent, est prête très vite. Quand des exploitants, par exemple, ont investi récemment dans cette technologie et qu'on leur dit « Ah bah non, mais il y a déjà la nouvelle d'après. » Oui, attendez, on va déjà amortir celle-là et puis après on verra. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais que je te pose, auquel tu aimerais répondre? Alors là, tu me prends un peu dépourvu. Après, j'aime bien que les gens soient curieux. En fait, je me rends compte, c'est vrai pour beaucoup de gens, et moi, je suis ravi que tu me poses des questions, que les gens encore soient curieux du métier de projectionniste. Voilà, j'ai entendu beaucoup d'inepties, en fait, des gens qui me posaient des questions très à côté de la plaque, où je me disais, dis donc, on m'a déjà demandé, par exemple, si je passais des DVD. Les gens étaient persuadés que je passais des DVD en salle, et finalement, mon métier avait pas beaucoup d'intérêt. Si c'était juste pour mettre un DVD dans un truc, je leur ai dit non, c'est un peu plus complexe que ça. Passer un DVD dans une salle, vous verrez la différence avec ce qu'on vous passe, et vous demanderez un remboursement. Que voilà, il y a des choses un peu ridicules comme ça. Ou après, l'aspect un peu plus triste, c'est que des fois, oui, des gens demandaient, il y avait un problème technique en salle, en multiplex encore une fois, et les gens se retournaient persuadés qu'il y avait encore quelqu'un derrière chaque projecteur. Et ça, non, c'est plus le cas. Donc après, des gens qui m'ont des questions que j'aimerais qu'on me pose. En général, les gens curieux de ce métier les posent finalement. Les gens curieux de comment ça se passe sont curieux, et donc ils posent pas vraiment une question précise, ils demandent comment ça se passe maintenant le numérique. Et ça, je trouve ça intéressant. Quelle est la différence avec le 35 ? J'ai une expérience assez hype, assez sympa. Je faisais une avant-première ou une projection presse, je sais plus, sur les Champs-Élysées. À l'époque, je travaillais en remplacement là-bas, et il y avait une avant-première, donc du Marsupilami de Chabat. Bon, le film vaut ce qu'il vaut, mais Chabat est quelqu'un d'extrêmement sympa, vraiment, et curieux, et c'est lui qui spontanément a demandé à la direction à visiter la cabine, à venir me poser des questions, et il voulait savoir comment ça se passait pour le son, l'image, etc. Cool. Il est resté 15 bonnes minutes, et j'ai pu expliquer comment ça se passait maintenant avec le numérique. Et donc voilà, des gens comme ça qui sont curieux, voilà, finalement ils posent les questions, ou surtout ils écoutent, ils demandent comment ça se passe. Donc c'est une question assez ouverte, mais on peut un peu tout leur dire. Après, sur l'aspect économique des choses, moi des fois j'ai des théories, mais je sais pas si elles se vérifient. Les choix économiques qui ont été faits avec le numérique, qui ont été un nouveau genre d'exploitation avec moins de personnes dans les cabines. Au niveau des accueils, alors c'est pas le cas ici, mais dans les multiplex maintenant c'est beaucoup de bornes, donc il y a de moins en moins d'humains finalement dans les halls d'accueil. Et encore en France ça va, mais par exemple aux États-Unis, je crois qu'il y a des halls d'accueil sans plus personne. Les gens vont à des bornes, il n'y a plus de projectionnistes, cabine même des fois. C'est un bloc qui est monté sur une tour avec d'après ce que je sais, encore une fois, je ne veux pas dire de bêtises, mais a priori il n'y a plus d'opérateurs projectionnistes ou de techniciens de cinéma dans ces salles-là. C'est un peu l'évolution des choses. On n'est pas maître de ça, nous, en tant que simples techniciens. Mais enfin, dans des lieux comme ça, voilà, où on cherche à garder quand même un technicien, quelqu'un qui veille à ce que les choses se passent bien, et à ce que le spectateur soit pas perdu s'il y a un problème technique, et qu'on lui dise, on vous rembourse et puis rentrez chez vous. Voilà. C'est deux façons de voir le spectacle cinématographique. Voilà, après des anecdotes un peu rigolotes, oui, de gens, c'est souvent des forts caractères, surtout sur cette génération passée. Oui, maintenant quand même, c'est des gens qui sont majoritairement à la retraite, des forts caractères, des gens passionnés, mais souvent ça s'engueulait en cabine, ça se traitait de nom d'oiseau, parce que voilà, c'était
C'est des métiers assez stressants, ça l'est encore un peu aujourd'hui, mais à l'époque, sur des grands festivals, sur des gros événements, notamment à Cannes, j'ai eu la chance de faire Cannes comme projectionniste une année. Et il y a beaucoup de stress, c'est des copies qui arrivent par dizaines, des copies de travail, enfin... Des choses qui arrivent au dernier moment, Voilà. qu'il faut projeter, on n'a pas le temps de tester. Si, voilà, une anecdote. L'opérateur en retraite qui m'a formé, c'était un grand monsieur pour moi de la projection qui avait 30 ans de Festival de Cannes derrière lui. Ouais. Et donc, il m'expliquait notamment que Wong Kar-wai, par exemple, et ses films n'étaient jamais terminés quand il devait les amener à Cannes. Donc, des fois, la copie arrivait 1 heure avant la projo. Elle sortait de la salle de montage, enfin du labo. Il avait terminé de monter la veille. La copie arrivait 1 heure avant. Il fallait tout checker. La copie, la monter correctement avec les points de synchro et tout. Et donc là, il fallait pas se louper, quoi. C'était du stress, mais bon, par exemple, ce monsieur était ravi de me raconter ça, et moi j'étais tout aussi ravi de l'écouter. Il m'avait aussi raconté les débuts du numérique, alors à Cannes 99, je crois, quand George Lucas, à l'époque, présentait La Menace Fantôme avec du numérique, mais sur une cassette. Donc lui, il me racontait que Lucas arrivait avec la cassette. Bon, c'était peut-être un peu romancé, mais... avec la cassette de son film dans sa poche de chemise et qui dit voilà la copie de La Menace Fantôme. Le numérique, c'était aussi du numérique sur bande, donc c'était le cas pour La Menace Fantôme, c'était un peu le futur à l'époque. Ça devait être la seule copie numérique du festival, c'était La Menace Fantôme en avant-première. Comment on programme et comment on projette les films ? Ici, on a quand même 3 salles, ça commence à être intéressant d'utiliser ce système. On a ce qu'on appelle un TMS, qui veut dire en anglais, en bon anglais, Theater Management System, et en bon français, système de gestion de cinéma, si on veut traduire mot à mot, qui est une espèce de régie centralisée du cinéma. Il faut savoir que le cinéma numérique, maintenant, c'est des serveurs, en gros, couplés à des projecteurs, et le tout est relié, quand on a ce fameux système, à une espèce de gros serveur central, et avec une interface et un logiciel qui va gérer tout ça, qui va mettre en musique un peu, si j'ose dire, tous ces éléments. Donc on a différents modules dans ce logiciel. Un module pour composer nos playlists, où on va mettre nos contenus. Donc on a un onglet avec les contenus et un autre onglet avec la playlist à composer. Et donc on va glisser nos contenus dans notre playlist, un peu comme comme quelqu'un ferait sa playlist vidéo sur YouTube. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais sachant que ça se présente pas sous forme de... On n'a pas de preview sur les contenus, c'est juste des noms, des lignes avec des noms. Donc on sait contenu, il y a un codage pour savoir de quel type de contenu il s'agit, si c'est du long métrage, de la pub, du film annonce, du court métrage. Et donc on place nos contenus, après on a des automations. Quand on a 3 salles et a fortiori quand on en a plus, on n'a pas le temps de lancer toutes nos opérations techniques manuellement. Donc ça va se faire automatiquement, donc il faudra le programmer. Donc la mise en marche de la lampe du projecteur, le format image, le format son, l'extraction de la salle, tout ce qui peut s'imaginer comme manœuvre technique. Tout ça, ça forme les playlists avec différentes façons de les faire. Et en bout de chaîne, on a un module de planification où on va placer nos playlists à telles heures, suivant les souhaits de la direction, qui nous édite un document avec la prog. Et il faut ce qu'on appelle aussi des clés de décryptage, donc on appelle KDM. C'est beaucoup d'acronymes anglais dans la projection. Donc, qui veut dire Key Delivery Message. Donc, on reçoit ça sous forme de mail, souvent, qui sont envoyés par les distributeurs. Donc, c'est des fichiers très légers, de type XML, avec juste du texte. Enfin, c'est pas que du texte, mais en fait, c'est des clés de cryptage. Mais quand on les ouvre, ça prend la forme d'un gros fichier texte codé, qui vont permettre de débloquer les contenus, parce qu'ils sont pas forcément lisibles, ils sont cryptés à la base. Donc ça va décrypter le contenu pour une salle donnée, de telle date à telle date, de telle heure à telle heure, et après et avant ce créneau, on pourra pas diffuser le contenu si on n'a pas la clé. C'est pas le cas de tous les contenus, il y a des contenus qui sont non cryptés. Bon, tous les films annonces, évidemment, sont pas cryptés, sinon ça sortirait pas. Mais il y a des longs métrages où le distributeur a pas jugé utile de crypter son contenu. Donc là, on peut le lire à tout moment. Voilà, basiquement, ça se passe comme ça. En termes de réception de contenu, comme maintenant c'est du numérique, on passe pas mal il y a pas mal d'outils qui sont proposés notamment par Globecast, qui je crois est une filiale d'Orange, qui a créé sa filiale livraison de copies numériques. On utilise cette plateforme en ligne sur laquelle on va chercher nos contenus, on les télécharge. Il y a un module où la plateforme demande au distributeur si elle peut nous envoyer le contenu. S'il valide, tac, ça se télécharge sur notre librairie. Idem, il y a 2-3 autres concurrents qui ont ce même système, et sinon on est livré ce qu'on appelle en physique, donc par la poste ou par un coursier, des DCP sous forme de disque dur. Que là on branche directement sur notre librairie. Pour les ingester, c'est un mot qui est très utilisé en cabine, pour les copier en gros sur
notre librairie. Alors, en termes d'équipement, on a un serveur qui est relié à un projecteur, voilà, et à un rack son, faut jamais oublier le son. Donc il y a une baie d'équipement son, donc laquelle comprend un processeur son qui va traiter le son, le signal numérique pour le transformer en son, avec des amplificateurs de puissance qui vont booster le son pour qu'il soit diffusé à un volume acceptable en salle, avec donc les différents haut-parleurs derrière l'écran et sur les côtés. Donc ça, c'est au terme d'équipement. C'est le serveur qui est le chef d'orchestre de tout ça, qui va envoyer le signal image au projecteur, le signal son à la baie son. Il t'arrive de regarder des films dans la cabine? Pas trop eu le temps pour l'instant, mais j'aime bien. Je me pose souvent en salle, mais 20 minutes, quoi, parce qu'il y a quand même un cinéma à faire tourner. Mais j'aime bien avoir cette curiosité de regarder un peu, parce que les gens nous posent des questions, même à moi, projectionniste, vous l'avez vu, de quoi ça parle? Donc il faut quand même se rencarder un peu pour pas être un peu battu quand les gens nous posent des questions. Je me fais ma petite bande-annonce en regardant 20 minutes, je dis est-ce que ça vaut le coup que j'aille le voir ou pas? Et si c'est le cas, je reviens soit ici, soit ailleurs, voir le film, quoi. Donc oui, on regarde un peu. Des fois, quand on a un peu plus le temps, on se pose carrément pour regarder le film en entier, ça peut arriver. Il y a des périodes un peu plus calmes où on sait qu'on peut se permettre ça. Oui, mais bon, on n'est plus dans le fantasme. Beaucoup de gens me posent cette question, mais tu dois voir tous les films. Non, bizarrement, j'ai pas le temps. Et puis, non, mais il y a une époque aussi où, quand je faisais beaucoup de remplacements, où me reposer, c'était ne pas aller au cinéma finalement. C'est un peu parfois le paradoxe de travailler dans un cinéma, c'est qu'on a envie de faire d'autres choses que de s'enfermer dans une salle obscure toute la journée, sur son temps de repos. Donc, des fois, je sortais, je prenais l'air, je faisais d'autres trucs. Merci. De rien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous abonner et la partager si vous en avez envie. Moi, j'essaierai peut-être de faire d'autres vidéos dans ce style-là parce que j'ai adoré faire cette interview dans ce cinéma et je reviendrai dans ce cinéma pour d'autres vidéos sur d'autres sujets. Allez. Salut.